Salut les gars, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes en pleine forme, et que surtout vous êtes en meilleure forme que le cinéma, car depuis quelques semaines, depuis quelques mois, c'est un petit peu compliqué. Du moins, c'est un petit peu compliqué pour certains réalisateurs, et ceux dont je vais parler dans cette vidéo, leurs échecs sont juste mérités et doivent être utilisés comme cas d'école. On va analyser l'échec mérité de Joker Folie à 2 de Todd Phillips. J'imagine qu'à l'heure actuelle, Todd Phillips et Joaquin Phoenix doivent s'en mordre les doigts. On va parler de l'échec retentissant et prévisible de Megalopolis de Francis Ford Coppola, et on va parler brièvement de l'échec de la saga Horizon réalisée par Kevin Costner. Un échec déprimant, vraiment, je m'attendais pas à ce que le film bide autant, je m'attendais pas à ce que tous ces films bident autant en réalité, et ça, il faut qu'on en parle. Je vais revenir sur le cas de Joker Folie à 2, après je vais parler de Megalopolis et je vais terminer sur Horizon. Et pour démarrer par rapport à Joker Folie à 2, je tiens à dire d'abord, d'emblée, que je suis un fan invétéré, revendiqué du premier Joker, enfin, le seul et unique, car pour moi sa suite ne devrait pas exister, à mes yeux elle n'existe pas, elle ne fait même pas partie de cette licence. Le premier suffisait largement, même si j'avais un intime espoir que le second volet serait bon, je m'attendais à une continuité logique, les bandes annonces faisaient plaisir, vendaient du rêve, donc autant le dire, en tant que fan de la première heure de Joker, je suis très content de l'échec de cette suite, car c'est un échec qui est mérité, et on peut dire qu'on a eu affaire ici, et je dois avouer que je suis fier vraiment de la communauté des fans du premier Joker, enfin, de Joker, car on a eu affaire au bouche à oreille le plus radical et le plus violent de l'histoire du cinéma. Tout le monde s'y est mis, tout le monde a craché sur le film, à juste titre, à part certains bien évidemment. Certains ont défendu le film, je pense pour des raisons, on va dire, de contre-buzz un petit peu. On voit que tout le monde critique un film, donc on va aller dans l'autre sens exprès pour montrer qu'on est différent, qu'on pense différemment, qu'on a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu, etc. Bon, vous connaissez la musique. Mais me concernant, on va pas me la faire, non. J'ai vraiment supporté chaque seconde de son métrage. Et je ne compte même plus le nombre de fois où j'ai voulu me barrer, vraiment, car c'est vraiment le film que j'attendais, un film que j'attendais depuis l'annonce de sa sortie. Et je faisais confiance à Todd Phillips, je faisais confiance à Joaquin Phoenix, et ils nous ont trahis. Pour moi, ce sont des traîtres. Et la communauté de Joker, j'en suis fier, vraiment, eh bien, on s'est tous plus ou moins coalisés, presque comme un seul homme, pour dire ce qu'on pensait de ce film, à savoir qu'il était mauvais, qu'il était à des années-lumière de ce qu'on avait vu dans le premier, très loin de son intelligence, très loin de, de son courage. C'est une œuvre en réalité qui crache sur le premier film, sur Joker, le premier du nom, et qui crache également au visage, et ça c'est plus grave, de sa fanbase. On s'est fait cracher dessus, on a été trompé, on a été trahi, et cet échec, encore une fois je le dis, est mérité. Et tout le monde s'y est mis, pas que les francophones, je crois même que d'ailleurs, concernant la critique américaine, c'est encore plus radical que chez nous, mais vraiment, j'ai vu des influenceurs vraiment énervés se filmer en live, j'ai un pote qui m'a envoyé ça, un gars qui se filme, je crois, à Times Square ou je sais pas quoi, et il dit, ouais, ce film, c'est une grosse merde, n'allez surtout pas le voir, ça n'a rien à voir avec le premier film, n'allez surtout pas le mater, enfin, tout le monde s'y est mis, y compris du côté de mes confrères outre-Atlantique, personne l'a raté, et si Joker Folie à 2 a des qualités, du point de vue visuel, du point de vue esthétique, car on a le même code couleur que dans le premier, on a la même mise en scène, on a la même créativité, on a la même intelligence au niveau des plans, on a également la même bande sonore, on reconnaît les thèmes musicaux, etc. Pour autant, c'est les seules qualités qu'on peut retenir à ce Joker Folie à 2. Et je sais que certains vont me dire, oui, mais c'est la présence de Lady Gaga, et c'est Joaquin Phoenix qui cabotine. Non, c'est pas vrai. Joaquin Phoenix n'en fait pas tant des casses que ça, faut pas exagérer, par contre, une chose est sûre, il chante très mal, et Lady Gaga, me concernant, elle me dérangeait pas du tout, je trouvais même qu'elle était très bien dans le rôle d'Harley Quinn, sincèrement, mais le problème, c'est certainement pas Lady Gaga, c'est le scénario, c'est les idées, c'est le parti pris du réalisateur à vouloir prendre le contre-pied, son œuvre d'origine. La seule œuvre de propre qu'il aura réalisée au cours de sa carrière, c'est dommage pour lui, il a réalisé un chef-d'œuvre, et je sais que Very Bad Trip c'est pas mal, je sais que War Dogs c'est pas mal, mais de là à comparer avec Joker, faut pas déconner non plus, quoi, Todd Phillips c'est un très bon technicien, c'est-à-dire que au niveau visuel, au niveau graphique, au niveau esthétique, c'est un cadre, vraiment il a une super équipe, mais par contre, concernant le scénario, concernant le tempo, c'est pas vraiment ça. Et Joker Folie à 2, on va dire, était une sorte de best-of de tout ce qu'il avait fait de mal jusqu'ici. Penchez-vous sur Date Limit, Very Bad Trip 3, Starsky et Hutch également. On reconnaît un petit peu enfin, il a cette fibre, il a cette vibe. Je pense que un mec comme Todd Phillips devrait être encadré par d'autres mecs. Je pense qu'il devrait pas bosser en solo. Enfin, bien sûr, il est pas solo, il est pas tout seul pour écrire le scénario, tout ça, mais il devrait avoir quelqu'un avec lui qui a un peu plus de poids au niveau scénaristique, au niveau des idées, parce que lui, c'est avant tout un bon faiseur. Et certainement pas un bon conteur, je sais pas quoi, scénariste, bon bref, vous m'avez compris. Certains mettent également sur le dos de l'échec de Folie à 2
le côté comédie musicale, car oui, effectivement, bah, c'est en partie une comédie musicale, il y a, passe un certain moment, il y a des tas de scènes chantantes, dansantes, des scènes qui sont assez dérangeantes, malaisantes même, parce que je le rappelle encore une fois, Joaquin Phoenix chante mal, très mal, vraiment, il a pas la voix faite pour la chanson. C'est pas fait pour lui, et surtout pour un personnage pareil, même si au départ, j'étais pas contre l'idée de faire une comédie musicale, parce que moi je voulais voir un truc à la Sweeney Todd, je voulais voir un truc dark, violent, très sombre, etc. Sauf que non, on n'a pas eu ça, on a eu autre chose. Et j'en profite pour dire d'ailleurs, pour ceux et celles qui me disent « Oui, mais les comédies musicales, pourtant c'est génial, etc. » Ce n'est pas vrai, la plupart des gens s'en foutent des comédies musicales. Si je vous demande quelles sont les grandes comédies musicales qui sont sorties ces dernières années, vous allez pas m'en sortir une seule. Moi je peux vous en sortir deux, Sweeney Todd et Across of the Universe. Across the Universe ou je sais pas quoi. Personnellement, j'ai bien aimé parce que c'est les Beatles, tout ça, j'adore cette atmosphère, j'adore cette ambiance. Mais globalement, le gros des comédies musicales qui sont sorties, bah faut aimer quoi, c'est réservé à un public de niche, à un public de genre, et je ne critique pas, attention, chacun ses goûts. Et s'il vous plaît, dans les commentaires, évitez de me sortir des références qui datent d'il y a 70 ans, merci, moi je parle de cinéma actuel, à savoir un cinéma moderne, pas un truc trop vieux, donc merci, restons dans les clous, ne me sortez pas les parapluies de Cherbourg en comparaison, des trucs comme ça, restons sérieux. Donc on a mis sur le dos de l'échec de Joker, on va dire, le concept, à savoir une comédie musicale, mais ça aurait pu marcher quand même, encore une fois, je le dis, Sweeney Todd de Tim Burton a bien marché, pourtant, on savait que ça allait être une comédie musicale, on le savait, c'était prévenu, on l'avait vu dans la bande-annonce, et ça l'a fait, alors que dans Joker Folia 2, mine de rien, côté spoil concernant la comédie musicale, c'était assez discret, on voyait pas grand chose, on avait quelques plans d'Arthur Fleck avec Harley Quinn en train de danser, etc., mais c'était pas grand chose. On s'attendait juste à un minimum d'intelligence, à un minimum d'honnêteté de la part de Todd Phillips, car le film qu'on voulait tous, le film qu'on voulait voir, parce que ce qu'on a vu c'était quoi? Un film procès, mixé avec un film de tôle, entrecoupé par des scènes de comédie musicale. En soi, on voyait pas grand chose, et c'était frustrant, car on s'en foutait en soi du procès du Joker. Ça aurait dû durer un quart d'heure, 20 minutes maximum, on aurait vu la plaidoirie d'Arthur Fleck, ça aurait été très bon, sauf que non, on n'a pas eu droit à ça du tout, je reviendrai pas dessus, je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais c'est pas ce qu'on voulait voir. Je pense que la majorité des gens, la majorité d'entre nous, des fans de Joker, on voulait voir une suite logique du précédent Joker, à savoir le chaos. J'aurais voulu voir Arthur Fleck et Harley Quinn danser au milieu des émeutes, au milieu du bordel, au milieu des vitrines qui sont explosées, au milieu du manoir Wayne qui finit en cendres, je sais pas moi, j'aurais voulu voir du chaos, de la destruction, un truc où les méchants gagnent. Et quand je dis méchants, on se comprend parce que la force de Joker, c'est que on n'avait pas affaire à des vrais méchants, des méchants de type Marvel, de type DC traditionnel, on avait affaire à autre chose, quelque chose d'un peu plus subtil, un peu moins manichéen. Et ça aurait été bien de pousser là-dessus, et je précise bien en disant que je suis pas un amateur de chaos, un amateur de destruction, pas du tout, moi j'aime bien l'ordre, j'aime bien quand tout est carré, quand il y a pas trop de bordel, pas trop de vagues, attention, c'est juste que j'aime bien le cinéma d'action, j'aime bien le cinéma épique, quand je vais au cinéma j'en veux pour mon pognon, et je veux, dans ce genre de cas de figure, je voulais voir des trucs spectaculaires. Or, il n'en est rien, le film est très timide, et le seul moment un petit peu excitant qu'on aura eu, c'est à la toute fin, au moment où tout le monde s'endort, au moment où, je veux dire, le film n'a plus rien à dire. La scène de l'explosion, j'en dirai pas plus, mais là où c'est frustrant, c'est quand on se dit que le budget a été de 200 millions de dollars, je sais pas si vous réalisez, 200 millions. Et le film, finalement, se tape un score similaire à celui de Morbius, pareil au niveau du box-office. Et d'ailleurs, je tiens à dire que, parce que je parlais un petit peu de bouche à oreille violent, etc., on a eu la même chose pour Borderlands, donc un petit peu, Borderlands s'est fait flinguer même avant qu'il sorte. Mais ça, tout le monde s'y attendait, et Morbius, pareil, s'est fait délinguer par la critique, il a eu un score juste catastrophique, mais là aussi, on s'y attendait. Morbius, quoi, un film avec Jared Leto, produit par Sony, on s'attendait certainement pas au nouveau Scorsese, quoi, on le savait que ça allait être de la merde, et c'était logique que le film se tape un score aussi catastrophique, sauf que là on parle d'un film réalisé par le mec qui a tourné le premier Joker, donc on peut dire que les réactions étaient légitimement salées, et le truc c'est que le bouche à oreille a été très efficace, vraiment, je vous le dis, sur les réseaux, j'ai vu toutes les critiques, c'était radical, tous les fans disaient n'allez pas le voir, n'allez pas le voir, n'allez pas le voir, et ils avaient raison. Si j'avais su, franchement, j'aurais pas été le voir, j'aurais le souvenir du premier, et j'aurais imaginé une suite dans ma tête. J'aurais conceptualisé une suite potentielle à Joker, et je pourrais même en faire une vidéo pour expliquer comment Joker aurait dû finir. Parce que forcément, on doit avoir une fin tragique si possible, ou qui se termine dans la comédie, mais qui se termine pas, certainement pas, comme ce qu'on a vu dans Joker Folia 2. Et je sais que certains ont été satisfaits par la fin, personnellement, moi pas. C'est pas comme ça que je voulais que ça se finisse, je ne voulais pas voir une fin comme ça. Jamais. Et pour revenir aux 200 millions de dollars, où est passé le budget? Où est passé le fric? Dans les poches de Lady Gaga? Je sais pas, parce que j'ai pas l'impression que le film a coûté 200 millions de dollars, vraiment. Comparez-le au premier, le premier est tout aussi spectaculaire alors qu'il a été tourné avec 50,
60 millions de dollars. Et il en a rapporté 1 milliard. Je sais pas si vous réalisez, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais Joker à sa sortie, c'était la grosse surprise de l'année, parce qu'on voyait un film qui mettait pas en scène des super-héros, des mecs avec des super-pouvoirs, des agents secrets surentraînés comme on voit dans les Avengers, des trucs comme ça. Non, non, on voyait un mec lambda qui a des tas de problèmes, qui prend les transports en commun, qui vit en HLM, qui est confronté aux galères de la vie. C'était génial d'oser montrer un truc pareil, surtout dans une grosse production, une super production. Et je rappelle que certains m'ont dit, je me souviens, ouais, mais la communication était super importante pour Joker, rappelle-toi, s'il a rapporté autant, c'est parce que la com était très influente. C'est pas vrai. Le premier teaser était expérimental, c'était bizarre, on savait pas trop ce que c'était. Les deux autres bandes annonces étaient géniales, c'est clair et net qu'elles méritaient l'Oscar, tout comme les bandes annonces de Joker Folia 2, elles sont toutes deux parfaites, et c'est tout, on a eu que deux bandes annonces, et la communication autour de Joker était très modeste. On voyait juste Joaquin Phoenix déguisé en clown, et c'est tout. Et pourtant, 1 milliard. Et c'était 1 milliard qui était largement mérité. Et encore une fois, je partage ma peine avec vous, les fans de Joker, après visionnage de ce film, je compatis vraiment à votre souffrance. Et pour la peine, je vais imiter Arthur Fleck en train de rigoler. Ça a fait marrer certains au cours de ma dernière vidéo, donc je le fais. Bon, je sais que certains vont trouver ça bizarre, certains vont quitter la vidéo, ça va durer juste 10 secondes, vous inquiétez pas. Mais allez, c'est parti pour mon imitation d'Arthur Fleck, en train de rigoler comme il fait dans Joker. Je fais ce que je peux, Ça y est, j'ai fini. Excusez-moi, fallait que je le fasse, on me l'a demandé, j'ai dit que je le ferais, donc c'est fait. On revient plus dessus. En tout cas, une chose est sûre, Todd Phillips, à mon avis, s'en relèvera pas, et Joaquin Phoenix non plus, parce que je rappelle que Joaquin Phoenix a fait beaucoup parler de lui dernièrement, où il a plaqué des tournages de films random, qu'elle est sûrement bidée. A priori, c'est une vraie diva, il s'est plutôt mal comporté au cours des derniers tournages. Napoléon, ça n'a pas été une franche réussite, ça a été un échec, critique comme public. Il y a ses réactions, enfin je veux dire son comportement au cours des tournages, et là on a ça qui vient de sortir. Pour moi, là, Joaquin Phoenix vient d'amorcer la fin de sa carrière, c'est terminé, s'en relèvera pas. Malgré la perte de poids, malgré l'investissement physique, psychologique, tout ça, ça aura pas suffi. Le premier, c'était bon, pour moi, il était rentré dans la légende, dans la postérité, et avec celui-là, il a réussi à en sortir, c'est dingue. Pour moi, Joaquin Phoenix, c'est trahi lui-même, il a trahi son personnage, il a validé le fait que Todd Phillips retourne complètement le concept, parce que c'était presque conceptuel à ce stade-là, quoi, le premier Joker. Il a accepté tout ça, et franchement, je lui pardonnerai pas, quoi. Franchement, bonne chance, Joaquin, mais là, je peux pas pardonner ça, quoi. Désolé, en tant que fan, désolé, non. Et Todd Phillips, ça a jamais été un grand réalisateur en soi. Il a rapporté beaucoup de pognon avec Very Bad Trip, mais là, je pense que personne va lui pardonner l'échec de Joker Folia 2, aussi bien les fans que les non-fans, car c'est ça le pire, c'est que si admettons Todd Phillips avait assumé dès le début, dire, écoutez, je vais faire un Joker qui est à l'opposé du premier, je vais ridiculiser le personnage, je vais ridiculiser son message, je vais en faire effectivement le tocard, l'incel que tous les anti-Joker ont pointé du doigt à la sortie du premier. S'il avait dit ça, c'est sûr et certain que le film n'aurait pas marché, mais il aurait peut-être amené en salle les anti-Joker, ceux qui n'ont pas aimé le premier, car il y en a quand même beaucoup, dont certains d'entre vous qui me regardent, j'imagine. Mais même pas, aucune déclaration, rien dans ce sens-là, il est plutôt resté discret alors que il savait très bien ce qu'il faisait. Donc c'est pour moi une trahison qui paye de par justement les retours négatifs de la fanbase, mais en plus de ça, il a loupé une grosse occasion, à savoir draguer ceux qui n'ont pas aimé le premier film, car la plupart des gens qui n'ont pas aimé le premier Joker, ils l'ont pas aimé par haine d'Arthur Fleck, ils ont pas aimé, le personnage, l'ambiance, le côté toxique, le message. Le problème c'est que la majorité des fans, des haters de Joker, ils pensent que nous, les fans du film, on a une sensibilité émotionnelle d'adolescent de 15 ans, quoi. Non, on prend pas tout au pied de la lettre, on n'a pas pris le film au pied de la lettre, on n'a pas pris le discours, le message de Joker comme un brûlot anticapitaliste, anti-société. Non, pas du tout, on sait faire la part des choses, on sait, c'est pas parce qu'il y a 2-3 incels qui ont repris la photo du Joker en profil que ça y est, ça va être la révolution, quoi. Oh, relax. Et le truc, c'est que, Todd Phillips s'est tiré une balle dans le pied, il a non seulement trahi sa fanbase, mais en plus, il a pas dragué la bonne, il a pas dragué, on va dire, ceux qui l'auraient dû draguer, à savoir ceux qui n'ont pas aimé le premier Joker.
enfin ceux qui n'ont pas aimé Joker, pour au moins être sûr de capitaliser un maximum. En mode, bon bah les gars, vous l'avez toujours détesté, Fleck, vous l'avez toujours haï, vous avez pas du tout aimé le concept, et bah venez, parce que je crache littéralement sur ce que je vous ai produit en 2019. Donc bonne chance Todd Phillips, parce que à mon avis les studios vont pas lui pardonner ça. Je rappelle que les États-Unis c'est pas la France, hein. Certains arrivent à s'en relever, mais globalement, quand vous enchaînez un échec ou deux, ou alors un échec vraiment foudroyant comme celui-là, c'est pas dit que vous allez vous en relever. Je pense que Joaquin Phoenix ne va pas s'en relever. Todd Phillips, vraiment, il va devoir ramer très très dur pour nous sortir un très bon film, et le connaissant, c'est mal barré. Et voilà. Et j'en profite d'ailleurs pour balancer un petit tacle aux haters de Joker, parce que j'en peux plus de cet argument, de ceux qui me disent « J'aime pas Joker parce que c'est un sous-Scorsese ». Oh, j'en peux plus, sérieux. Sous prétexte que ça se déroule en milieu urbain, et ça ressemble vaguement à La Valse des Pantins et Taxi Driver. Non mais on se sent cinéphile parce qu'on compare Martin Scorsese avec Todd Phillips et Joker. Et alors, quand bien même Todd Phillips prendrait ses influences chez Scorsese. Et alors, le film est beau, le film est propre, le film est intelligent, le film dit des choses, le film est inventif malgré ses références, il y a des dizaines, des centaines de plans qui sont inoubliables. Même les simples plans, les simples scènes où on voit Arthur Fleck ouvrir sa boîte aux lettres, j'ai trouvé ça génial, car les caméras sont placées à des angles différents, ça appuie la solitude du personnage, le code couleur, la colométrie est super bien géré. C'est un film qui est beau visuellement sur presque tous les plans que l'on voit dans le film. Quasiment tous sont réussis, super bien léchés. Au niveau esthétique, ce film est une merveille. Et j'en profite pour rappeler aux inspecteurs Cosinus, aux intellos du cinéma qui me ressortent, oui, s'inspirer de Scorsese. Et bah non, mes loulous, c'est pas inspiré que de Scorsese. Todd Phillips s'est inspiré du gros des films de la nouvelle vague, du nouvel Hollywood, donc à savoir le grand cinéma américain des années 70 et début 80. Il ne s'est pas inspiré que de Martin Scorsese, il s'est inspiré également de Michael Cimino, de Cliff Baker, du mec là qui a réalisé Rocky, je me souviens plus de son nom. Il s'est inspiré également de tous les mecs qui ont réalisé des films dans les années 70. Par exemple, vous prenez Serpico, eh bien, ça va vous rappeler Joker. Vous prenez Main Street, de Martin Scorsese, ça va vous rappeler Joker. Vous prenez Joe, du réalisateur de Rocky, ça va vous rappeler Joker. Même chose pour Rocky d'ailleurs. Les films de cette époque-là mettaient en scène des personnages de la vie quotidienne, des flics, des prolos, des sous-prolos, des galériens, dans le monde réel, dans la rue, dans un univers pas spécialement friendly, dans un univers très froid, très anxiogène, très tentaculaire. Et nous sortir un truc pareil à Hollywood en 2019, enfin je veux dire dans la période fin 2010, c'était énorme. Et c'est un des arguments d'ailleurs que je ne cautionnerai jamais, c'est cette critique vulgaire de Joker, parce que oulala mon dieu, ça ressemble vaguement à Taxi Driver. Non les gars, ce n'est pas un argument, c'est malhonnête, c'est fallacieux, le film est réussi, il est propre, il est beau, et il rend hommage non pas à Scorsese, mais à tous les grands films du nouvel Hollywood, des grands films que je vous invite à revoir, redécouvrir si vous avez vu Joker. Franchement, foncez pour voir Joe, Midnight Express, Mean Street, Rocky, French Connection, etc., etc. Bon, j'en ai assez dit sur Joker Folia 2, je pourrais encore insister, je pourrais encore en rajouter, mais en tout cas, le box-office, une fois de plus ce jeudi, c'est catastrophique, 200 millions de dollars, je sais même pas s'il rapportera la somme qu'il a coûté, et bravo, parce que c'est bravo aux fans du premier Joker, parce que le bouche à oreille a été radical, encore une fois c'est mérité, et le message a été envoyé. Maintenant c'est bon, on déconne plus avec nous, parce qu'avec les réseaux sociaux, que ça serve de leçon aux gros studios, le message est lancé, maintenant on fait le tour, dans la journée c'est su si le film est bon ou pas, donc il se peut que Joker Folia 2 soit la dernière lubie d'un grand réalisateur, la dernière tentative de trahison d'un réalisateur qui... Alors après on verra bien avec Gladiator 2, parce que là tout sort en même temps donc c'est compliqué, voilà, Gladiator 2 va sortir bientôt dans quelques jours. Il se peut que le film soit également une purge. Personnellement, je garde espoir, mais on est à l'abri de rien malheureusement. On verra bien. En tout cas, je pense que Joker Folia 2 va avertir certains réalisateurs, va envoyer un signal en mode... On peut pas faire n'importe quoi avec notre licence. Todd Phillips, c'est pas parce que tu as mis ton tampon sur le film que tu as droit de bousiller une œuvre aussi merveilleuse. Et également, je pense que d'autres ont reçu le message, notamment Francis Ford Coppola et Kevin Costner. Alors, ces deux cas-là, c'est différent, même si l'échec est similaire, enfin, leurs échecs sont similaires. Megalopolis, je rappelle que Coppola a lâché 120 millions de sa poche pour réaliser ce film, qu'avec des acteurs un petit peu sur la sellette, hein, quand même. Adam Driver, même s'il est considéré comme un génie, etc. de l'acting, il marche sur des œufs, quoi. Il est capable de sortir aussi bien de très grands films comme de très mauvais. On avait également au casting Shia LaBeouf, qui, pour rappel, a été quasi cancel d'Hollywood. Vous êtes pas prêt de le revoir dans Transformers 12, ou je sais pas, dans un prochain Marvel. Shia LaBeouf, c'est terminé pour lui. Je rappelle que dans Indiana Jones 5,
ils l'ont fait mourir, quoi. Le mec, y a même pas une petite photo, rien. Il y a son daron qui dit, ouais, bah mon fils il est mort au Vietnam, quoi, en parlant de Shia LaBeouf, quoi, qui jouait le fils d'Indy dans Indiana Jones 4. Donc c'est pour vous dire à quel point Shia LaBeouf est complètement out. Et le gros du casting de Megalopolis, c'est pas des acteurs out, mais presque. Hein. C'est le casting déjà sentait mauvais, c'était un petit peu branlant. Et bien évidemment, le film s'est cassé la gueule. 120 millions au budget pour un retour de quoi, de même pas 7 ou 8 millions le premier week-end. Et c'est le premier week-end qui rapporte le plus. Hein. Et cet échec était mérité, car le film est mauvais. Et venez pas me dire dans les commentaires, également, je m'adresse également aux fans de Megalopolis comme à ceux de Joker Folia 2. Vous pouvez défendre votre idée, y a pas de problème. Mais désolé les gars, ne venez pas mentir dans les commentaires en nous sortant que Megalopolis et Joker Folia 2 sont des chefs-d'œuvre. Ce n'est pas vrai. Arrêtez le trolling. Ce n'est pas parce que la majorité des gens ne pensent pas dans votre sens que vous devez vous prendre pour des des génies de l'analyse, hein, des champions du décortiquage. Oh, j'ai vu des choses que les gens n'ont pas compris. Non, les gens ont très bien compris. Ils ne sont pas bêtes. Ils ont très bien vu l'entube. Ils ont très bien vu la douille avec Joker Folia 2 et ils l'ont vu pour Megalopolis. Vous regardez la bande-annonce, vous savez que ça va être intéressant, mais vous sentez quand même la douille arriver. 50 fois, ils nous répètent que c'est Francis Ford Coppola. On a compris. Et Francis Ford Coppola, oui, d'accord, il y a eu Le Parrain, il y a eu Apocalypse Now, il y a eu, Dracula, qui était génial, oui, mais il a aussi fait des trucs genre Twixt ou d'autres films dans ce genre-là, et bah, ça n'a pas été des grandes réussites. Ça a été des échecs, à juste titre, parce que ces films sont pas incroyable, et Megalopolis n'était pas incroyable. On comprend rien, quoi, c'était une vraie torture, et je pense que j'irai le revoir. Je pense que j'irai quand même le revoir, parce que c'était tellement lunaire, c'était tellement particulier, c'était tellement bizarre, que j'ai envie de revoir ça. Et le truc, c'est que, Megalopolis n'est pas incroyable, Megalopolis n'est pas révolutionnaire, il ne révolutionne rien du tout, c'est une espèce de... Pour moi, c'est un sous-Coppola et un sous... Oliver Stone, parce que je reconnaissais un petit peu la vibe, l'énergie d'Oliver Stone là-dedans, des plans complètement what the fuck, un peu bizarres, ça me rappelait un petit peu l'enfer du dimanche, Tueur né, des trucs comme ça, mais en moins bien, en plus prétentieux, en plus bordélique, en plus chaotique, et en beaucoup moins profond du point de vue de l'analyse, parce que dans Megalopolis, il y a beaucoup de discours assez prétentieux sur la civilisation, sur machin, etc., et quand on vous prend la tête avec des discours comme ça, c'est généralement pour meubler quelque chose, et ce quelque chose, c'est du vent, c'est du rien. Et Megalopolis, c'est un monument de rien, un monument de vide, qui méritait son échec et qui me fait de la peine, hein. Vraiment, j'ai de la peine pour Coppola, parce qu'il y croyait. Il pensait vraiment qu'il allait revenir dans le circuit, mais c'est terminé, il reviendra pas. Et d'ailleurs, j'en profite pour balancer un tacle aux grands fans de Coppola qui me le vendent sans arrêt. Vous-même, pour la plupart, vous n'avez pas été voir son film, donc arrêtez l'hypocrisie. La majorité des gens n'ont pas été le voir parce qu'ils n'avaient pas envie de le voir, parce que le film ne méritait pas d'être vu comme ça. Je suis désolé, mais c'est une réalité. Le film s'est foutu de nous, il nous a pris la tête, vraiment, le film me prenait la tête littéralement. Ce film m'envoyait des informations non-stop à la tête, des informations dont j'avais strictement rien à secouer, qui n'apportaient absolument rien. Donc voilà, Désolé pour lui, désolé pour les fans de Megalopolis, mais c'est ce que j'ai ressenti. Enfin, on est très nombreux à avoir ressenti ça. Bien évidemment, je ne parle pas des conditions de tournage, il paraît que c'était chaotique, il paraît que Coppola était une véritable purge avec ses acteurs. C'est pas un scoop, hein, les réalisateurs à l'ancienne comme lui, bah, ils devaient se croire dans les années 70, hein, il devait faire comme William Friedkin faisait avec ses acteurs, comme faisait Stanley Kubrick avec ses actrices également, comme quand il pourrissait la vie de Sheila Duvall, je crois, dans Shining, etc. C'est un gars de la vieille école, et bah, on a bien vu, hein, c'est pas parce que vous malmenez vos acteurs que forcément vous allez aboutir sur des chefs-d'œuvre ou des grandes réussites, parce que bah, finalement la seule prestation que je retiendrai là-dedans, c'est celle de Shia LaBeouf, qui était pas mal, et je pense pas qu'il ait spécialement brutalisé le pauvre Shia pour sa prestation, parce que j'ai l'impression que ce mec-là était simplement lui-même. En tout cas, je vous invite à voir ce film quand il sortira en streaming ou je sais pas quoi, juste par curiosité, et pour voir à quel point le mec a été loin dans le n'importe quoi, dans le n'importe nawak, et dans le what the fuck. Il y a des plans vraiment qui sont lunaires, hein. Je vous invite vraiment à voir la scène où la fille du gars qui joue, du mec, j'arrive jamais à prononcer son nom, mais qui jouait Gus Fring dans Breaking Bad, quand elle annonce qu'elle va se caser avec son ennemi, Adam Driver, la réaction de l'acteur qui joue Gus Fring, mais c'est lunaire, quoi, elle a une réaction de... Et je ne compte même plus le nombre de scènes qui étaient juste n'importe quoi. Bref, en tout cas, l'échec est retentissant pour lui, et c'est terminé pour Coppola, hein. À son âge, avec le pognon qu'il a perdu, il va jamais s'en remettre, quoi. Vous vous rendez compte, 8 millions le premier week-end, et c'est le premier week-end justement qui rapporte le plus. Donc si le film rapporte 20-30 millions, c'est un miracle. Et enfin, on va terminer par un échec encore plus retentissant, c'est celui d'Horizon, de Kevin Costner. Il a investi 100 millions de sa poche pour finalement un résultat de quoi, 10 millions, un truc comme ça.
Bref, c'est terrible, hein. Un film enfin, plusieurs films à la base, les autres ont été déprogrammés tellement c'était mauvais, c'est dire à quel point, enfin, tellement c'était mauvais, tellement ça a pas rapporté, tellement le public était pas au rendez-vous, était pas convaincu, et à juste titre, parce que le film est mauvais, et c'est vraiment catastrophique pour Costner, parce qu'il s'est mis mal avec le seul qui l'a remis sur le devant de la scène, à savoir Taylor Sheridan, l'ultra méga prolifique Taylor Sheridan, il l'a mis en avant il l'a remis sur le circuit avec la série Yellowstone, et passé plusieurs saisons, après avoir mis du blé de côté, Kevin Costner a fait bye bye, je me casse, réaliser mon western, on a vu ce que ça a donné, un véritable échec. Alors, échec critique, au box-office, tout ça, parce que le film est mauvais. Enfin, son premier Horizon, et c'était n'importe quoi, même chose. Une espèce de patchwork de scènes de western, sans aucun sens, sans aucune continuité, sans aucune logique, presque, avec une fausse profondeur. On est très très loin d'Open Range et de Danse avec les loups, hein. C'est à des années-lumière, on a du mal à croire que c'est Costner qui est derrière ce truc. Et la morale à retenir de tout ça, concernant notamment Coppola et Kevin Costner, eh bien, ils ont permis, avec leurs films, leurs projets, de montrer que la fameuse, citation qu'on sort souvent, à savoir « Ouais, mais les studios, c'est des méchants, les méchants studios hollywoodiens qui empêchent les réalisateurs de créer, qui les empêchent de faire ce qu'ils veulent, qui les empêchent de développer, d'exprimer tout leur art créatif, les grands studios sont méchants, les réalisateurs sont des génies, etc. » Eh bien, cette idée maintenant est disparu parce qu'on a eu la preuve que les grands réalisateurs, parce que Kevin Costner, je le considère quand même comme un grand réalisateur, même s'il a pas réalisé que des chefs-d'œuvre, il a quand même tourné Danse avec les loups et Open Range, c'est pas rien. Open Range, c'est pas non plus, c'est pas le meilleur des Scorsese, mais il est quand même très bon. Évidemment, je ne compare pas non plus Costner à Coppola, mais c'est deux bons réalisateurs dans leur genre. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas parce que vous êtes un bon réalisateur que tout ce que vous faites, c'est forcément génial. Et le truc, c'est qu'on a bien vu que c'est pas parce que vous vous émancipez des studios, des grands studios, que vous allez nous fournir un truc inoubliable, historique, merveilleux. C'est même souvent tout le contraire. En réalité, c'est très important que les studios, les financiers, les mecs qui sont aux manettes, qui sont derrière le pognon, qui tiennent l'argent, il faut que ces mecs soient présents, parce que si vous laissez les artistes faire ce qu'ils veulent, ils font n'importe quoi. Ils ont besoin d'être drivés, ils ont besoin d'être tenus en laisse, ils ont besoin d'être un minimum, tenus à bout de bras par les financiers, je sais pas quoi, parce que sinon les mecs font que des conneries. Et on a bien vu avec Coppola, il s'est laissé aller, il y a eu personne pour lui dire « Oh, attends, t'es gentil, mais tu joues avec le budget des studios, là c'est notre argent, fais gaffe, tu vas faire tes trucs à toi, mais tu vas quand même suivre une feuille de route. » Ça l'aurait fait s'il avait été sous tutelle des grands studios. Megalopolis aurait été très bien, ou au moins correct. Horizon, même chose. Costner a voulu faire son truc, il a voulu faire son style, on a vu ce que ça a donné. Un téléfilm mal branlé sur grand écran. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le résultat à retenir. Les grands réalisateurs, ils ont de très grandes idées, oui, mais s'ils sont pas tenus un minimum par les financiers, par les studios, ça devient n'importe quoi. On a eu une énième preuve, et c'est la leçon à en tirer. Alors c'est triste pour Costner, c'est triste pour Coppola, pour Todd Phillips, franchement, Osef, mais pour Coppola et Costner, la leçon à retenir, c'est que c'est pas parce que vous avez du talent, c'est pas parce que vous avez un ego surdimensionné que ce que vous faites est spécialement génial. Voilà. Donc, grosse leçon d'humilité pour tout ce beau monde, et grande leçon de cinéma également, et on verra bien pour la suite, on verra pour Gladiator 2. J'ai peur, mais je m'accroche, hein, car je pense pas que ce sera aussi mauvais que Napoléon, faut pas déconner. Je pense qu'il y aura plus d'action et un peu moins de discours anti-français. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, donnez-moi votre avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, pas d'accord, avec courtoisie s'il vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de bisous à tous, prenez bien soin de vous, ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner, bientôt les 20 000 abonnés quand même les gars, ça se fête, bientôt la FAQ. Merci infiniment. Ciao.